Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 24 janvier 2019. Alors hier, on a fait une capsule assez difficile sur... je suis coiffé avec un pétard. L'autre, je me suis coiffé avec un pétard. Ça va pas, ça. Ah ben non, ça va pas, ça. C'est comme ça. On peut pas gagner dans tous les coups. Ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire. Bon, alors, hier donc, nous avons fait une capsule très difficile, qui était guère évidente et qui prendra du temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faudra revoir assez fréquemment, enfin revoir et écouter assez fréquemment pour que ça rentre. Par rapport aux gilets jaunes, eh bien, effectivement, il y a comment on dirait en anglais, un hijacking, c'est-à-dire que la France en marche vers la destruction du pays s'est déjà jetée sur des pauvres victimes pour les présenter aux élections européennes en tant que gilets jaunes. Il faut savoir quand même que les élections européennes n'ont absolument aucune valeur. C'est-à-dire que les députés européens n'ont aucun pouvoir. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne change rien. Regardez José Bové, il est député européen. Qu'est-ce qu'il a fait qui a véritablement changé la Confédération paysanne ou l'agriculture biologique? C'est très très peu d'impact, voire quasiment nul. Donc ce qu'essaye de faire le gouvernement actuellement, c'est faire croire à l'importance des élections européennes pour faire croire aux gilets jaunes qu'ils auront une représentation utile. Non. Primo, la représentation sera inutile, puisqu'elle ne servira à rien. Ça, c'est la première chose. Secondo, cette représentation sera doublement inutile, puisqu'elle fait partie d'une organisation maléfique et malfaisante de la part du gouvernement En Marche. Donc, tout ça, c'est une vaste fumisterie. Alors, si les gilets jaunes veulent aller aux européennes, eh bien, je les encourage à créer un parti gilet jaune. Et là, je m'adresse aux gilets jaunes du sud de la France, parce qu'ils sont beaucoup plus pugnaces. Je ne sais pas pourquoi, mais ceux du nord aussi, ils sont pas mal. Mais il y a vraiment une grande force à Toulouse, à Marseille. C'est très très important, sans doute parce que ce sont des gens qui connaissent le prix de la pauvreté. Eh bien, je les encourage à créer un véritable parti gilet jaune, et de présenter leur propre liste avec des candidats qu'ils auront choisis eux-mêmes et non pas qui auront été imposés par la macronerie habituelle, parce que les candidats qui sont proposés actuellement sont sponsorisés par le Parlement et par la bande à Macron. Donc on ne peut pas dire que ça soit de véritables représentants. Jacqueline Moreau, par exemple, j'ai rien contre elle. J'ai personnellement rien contre personne. Mais ce n'est pas particulièrement une représentante des Gilets jaunes. C'est quelqu'un qui a été monté en flèche, on sait pourquoi, pour ça. Et qui se présente désormais en tant que future éventuelle députée européenne. Mais ça n'a aucun impact. Et c'est certainement pas la personne qu'il fallait déterminer, choisir. Il y en a des milliers des gilets jaunes. Il suffit de regarder ce qui se passe dans la rue. Il y a des milliers de gilets jaunes dans la rue. Et on va prendre les plus tartes. C'est quand même extraordinaire. Or, si je puis me permettre de donner un autre conseil, ne prenez pas des gilets jaunes qui n'ont pas d'expérience du discours, qui ne savent pas s'exprimer, qui n'ont pas de conscience politique, ou peu, ou qui ne sont pas habitués à cela. Ça peut être des gens même pas diplômés. Il y a des gens, regardez, comment s'appelle-t-il, Éric Drouet, c'est un garçon très intelligent, qui est très au fait de la société. Et il n'a pas besoin d'avoir un bac+10. Donc ça serait un représentant idéal, entre autres, mais il en faut plusieurs. Donc ne prenez pas non plus
les alcoolos, comme on a vu à Souillac, où il y avait 2 alcoolos. Mais vraiment, ah, ça chelait, hein. Oh la vache. Ah là, le 20 Cahors, ça a dû y aller, hein. Donc, c'est pas la bonne solution non plus. Donc, choisissez avec attention et sélectionnez bien vos candidats pour pour initier, si vous le souhaitez, une représentation. Mais même si l'objectif des Gilets jaunes, c'est justement éviter ce type de représentation, regardez quand même ce qui s'est passé en Grèce, malgré tous les efforts de la Grèce et malgré tous les efforts de l'Espagne, avec leur mouvement populaire, tout est tombé à l'eau. Alors, je pense qu'il faut... Je ne suis pas un joueur de cartes, je joue plutôt à autre chose que des cartes, mais, comme disait le philosophe, si vous voulez jouer à... Quand vous jouez, là, quand on fait ces gilets jaunes, il faut avoir plusieurs cartes dans son jeu. Et je pense que faire une liste opposée à la liste pseudo-gilets jaunes, mais officialisée par Macron, ce serait une chose formidable. Ah, il faudrait leur dire, bah, on vous emmerde, c'est pas vous les gilets jaunes. Vous n'êtes pas les gilets jaunes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui occupe tout le monde, en fait. Vous allez être très surpris. Je vais vous parler de la mauvaise haleine. Alors, la mauvaise haleine, peut-on s'en débarrasser? La réponse est oui. Elle est bonne. Oui, on peut s'en débarrasser. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, la mauvaise haleine, c'est un problème de société et c'est un problème humain qui affecte non seulement ceux qui en souffrent, mais également les personnes de leur entourage. La litose, alors la litose, H-A-L-I-T-O-S-E, c'est le nom savant de la mauvaise haleine. La litose est très courante et peut entraîner un handicap social ou psychologique important. La prévalence de la litose varie de 8% à 45,7% de la population mondiale. Et il est certain que c'est très très difficile quand vous fréquentez des gens qui ont une haleine très chargée, très forte. Vous avez du mal. En général, vous ne les fréquentez plus. Et les pauvres, ils en souffrent. Alors, la prévalence de la litose varie de 8 à 45,7% de la population mondiale. Différentes pathologies ont été impliquées, telles que des facteurs locaux d'origine pathologique proches Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a fait des études sur le sujet, dernièrement d'ailleurs, et on s'est rendu compte que il y avait des facteurs déclenchants de ces problèmes d'haleine chargée, comme des poches parodontales. Alors c'est dans les gencives, dans les dents, il y a des poches. Les stomatites, les rhinites, les pharyngites et des tumeurs, par exemple. Il y a des facteurs locaux d'origine non pathologique, par exemple un manque d'agents d'auto-élimination, donc c'est des enzymes, du tabagisme et des débris de nourriture. Un facteur systémique d'origine pathologique, par exemple le diabète, c'est bête. L'insuffisance hépatique et rénale et les infections pulmonaires. Les facteurs systémiques d'origine non pathologique comme métabolites des aliments ingérés tels que l'ail et les oignons excrétés par les poumons. Et l'administration systémique de médicaments. Les aspects gastro-intestinaux de la mauvaise haleine sont généralement négligés dans la littérature scientifique. Alors j'étais chez le boulanger ce matin, puis je lui avais donné une recette d'un élixir contre la grippe naturelle. Puis elle était très fière parce que ça a très bien marché sur elle et sur ses enfants. Puis elle me dit, je l'ai donné à cette dame qui ne voulait pas aller chez le médecin. Moi, elle m'a regardé de haut. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous essayez de soigner les gens? Si les gens ne veulent pas être soignés, ne les soignez pas. Ne les guérissez pas. Ne leur donnez pas des moyens. Ça ne sert à rien. De toute façon, ils vous regardent de haut, ils vous méprisent. Il ne faut pas perdre son temps avec ça. On ne perd pas son temps avec des gens qui ne veulent pas briser le dogme de Big Pharma en se disant, moi, pour lutter contre la grippe, je me ferai vacciner contre la grippe. Eh va te faire vacciner contre la grippe. Ça sera la nouvelle grossièreté.
Ouais, va te faire vacciner contre la grippe. Elle est bonne celle-là. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Louloute? Tu dis rien? Louloute, elle dit plus rien. Quoi? Qu'est-ce que t'en penses là? Elle va te faire vacciner contre la grippe. Eh ben, dis bye. Bon, eh ben tis-toi maintenant. On reprend. Alors, actuellement, Big Pharma propose dans sa pharmacopée des solutions comme toujours prétendument miraculeuses, mais qui n'en sont pas. C'est vrai que vous avez mauvaise haleine et la seule chose à laquelle vous pensez, c'est courir chez le pharmacien pour acheter un truc. Vous auriez pas un truc contre le pus de la gueule? Parce que là, vraiment, j'ai le cul à la place de la bouche. C'est épouvantable. Épouvantable. Ben oui, mais si on a ça, c'est qu'il y a une raison. Et au lieu de courir chez Big Pharma pour essayer de trouver des médicaments qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi on a ça et d'où ça vient, et c'est ce que nous allons voir. La force de Big Pharma est d'être capable de masquer le problème juste assez pour faire croire qu'il pourra en arriver à bout sans jamais y parvenir. C'est ce que l'on appelle le miracle du marketing médical. Et je crois que j'ai un petit problème de connexion. Voilà. Alors c'est exactement pareil pour le cancer. On va vous promettre qu'avec la chimiothérapie, vous allez guérir, et puis vous allez guérir partiellement. Et 1 an, voire 2 ans après, ou même quelques mois après, vous faites un cancer généralisé. Donc c'est juste de l'effet d'annonce. Alors si vous-même ou l'un de vos proches souffrez de mauvaise haleine, ne vous inquiétez pas. Nous allons étudier le problème afin de trouver la solution. Pour résoudre un problème de mauvaise haleine, il faut tout d'abord en rechercher les causes. Et elles peuvent être nombreuses. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Il est également nécessaire d'admettre que les remèdes traditionnels ou traditionnels, comme les bains de bouche vendus en pharmacie et parapharmacie, n'ont qu'une action limitée. Ils ne sont pas la solution miracle, mais juste un masque dont la fenêtre d'efficacité est assez brève. De plus, les composés chimiques de ces produits peuvent avoir une incidence sur les bactéries intestinales et provoquer des dysfonctionnements internes, discrets au départ, qui pourraient dégénérer par la suite. La litose ou la mauvaise haleine touche près de 50% de la population, comme nous l'avons vu. Mais pourquoi et quelles en sont les causes? Les causes sont nombreuses et trouvent leur source, comme les grands fleuves d'Afrique, soit dans la sphère buccale, soit dans les intestins. Un mauvais brossage des dents, une hygiène dentaire discutable, la plaque dentaire, le tartre entretiennent un réseau de bactéries, parfois anaérobies, vivant sans oxygène, donc l'anaérobie c'est qu'ils ne vivent pas avec de l'oxygène, dans la bouche, qui provoque un mauvais fonctionnement du métabolisme microbien au niveau de la sphère buccale. Souvent, sous des mauvais plombages, vous avez des bactéries anaérobies qui sont là, qui se développent. Et quand on fait sauter le plombage, alors là, elles sortent, et c'est terrible parce que c'est comme une explosion, et là, il faut traiter immédiatement aux antibiotiques, sinon on risque une septicémie. Ces bactéries, en se décomposant, dégagent des gaz qui se manifestent par une odeur désagréable. Dans le fond, l'être humain, c'est une véritable poche de gaz, parce que quand il a une flore à putréfaction ou à fermentation, c'est toujours des gaz qui sont fabriqués et qui sont gérés par toutes ces bactéries. Et c'est ce qui va réduire, détruire tous ces aliments, entre autres. Alors, certains aliments en particulier, les protéines animales, ont tendance à pourrir dans la bouche et favorisent justement cette mauvaise haleine. Une cigarette la cigarette, par exemple, brûle les muqueuses buccales. L'encombrement nasal, la sinusite chronique, les affections des voies respiratoires supérieures et inférieures, à diverses maladies systémiques et à l'utilisation de certains médicaments, créent également la mauvaise haleine. La respiration buccale habituelle a également été suggérée comme une cause fréquente d'halitose. La duodénite, maladie infectieuse du duodénum,
L'œsophagite, l'inflammation de l'œsophage, la gastrite, l'inflammation de la muqueuse de l'estomac sont des causes supposées puisqu'elles sont considérées comme extrêmement rares car l'œsophage est normalement collapsé et fermé. Mais malgré tout, et nous allons le voir, malgré tout, ça explique aussi certains problèmes de mauvaise haleine. Néanmoins, la litose, donc la mauvaise haleine, la litose, je le répète, L''H-A-L-I-T-O-S-E, a souvent été signalée parmi les symptômes liés à l'infection à l'Helicobacter pylori, principal facteur pathogène des modifications inflammatoires et ulcéreuses de la muqueuse gastrique. Récemment, un lien possible entre l'Helicobacter pylori et la litose a été révélé par plusieurs études. Alors, comment est-ce qu'on attrape cette Helicobacter? Souvent, on l'attrape dans les pays du Sud, avec des fruits mal lavés. Et cette Helicobacter, eh bien, c'est une bactérie qui se trouve sur le fruit ou sur le légume, et souvent traitée avec des pesticides, donc ça crée ce type de problème. Et on peut mettre des mois à s'en débarrasser. Alors, il existe des trucs. Des trucs que Big Pharma ne donne pas, comme par exemple faire cuire des figues dans de l'huile d'olive et manger régulièrement ces figues qui détruisent l'Helicobacter. Voilà. Là, vous avez un moyen autre que antibiotique qui peut fonctionner. Il y en a un autre, c'est les tisanes de camomille romaine. 3 tisanes par jour peuvent aider également à réduire les problèmes d'Helicobacter pylori ainsi que les problèmes de thyroïde. Alors une autre pathologie gastro-intestinale associée à la mauvaise haleine est le reflux gastro-œsophagien. Alors ça, c'est tous les bébés, ils ont toujours des reflux gastro-œsophagiens, même morts. Ça sent très mauvais parce que c'est le lait, alors ça... Bref, passons. Alors les rhumes également, s'accompagnant d'un flux bactérien et d'un encombrement nasal qui passe derrière la gorge en charriant un flot de bactéries, contribuent également à ce phénomène de mauvaise odeur. La gingivite et la parodontite, qui sont ces maladies de bouche, liées l'une à l'autre, parce que d'abord vous avez une gingivite, si vous ne la soignez pas, ça devient une parodontite, donc c'est très important de soigner la première pour éviter la seconde. Liée à l'autre est la maladie des gencives en 2 stades. Si la première n'est pas traitée, elle dégénère en parodontite, soit une inflammation autour des dents. Environ 10%, et puis ça crée des mauvaises odeurs. Environ 10% de la population souffre d'une maladie de gencives sévère qui s'accompagne d'halitose, donc de mauvaise haleine. Une mauvaise santé bucco-dentaire et un mauvais métabolisme microbien au niveau de la bouche. Dans la plupart des cas, la litose provient de microbes qui produisent des odeurs et qui résident entre les dents, les gencives sur et sous la langue. C'est-à-dire que c'est pour ça que les Chinois, en général, ils se brossent le matin la langue, parce qu'il y a un flot de bactéries qui est collé sur la langue, et ils se frottent aussi sous la langue. Ils se frottent les dents. Aujourd'hui, vous avez même des petites brosses à dents avec des petits picots. Vous ne savez pas à quoi ça sert, mais c'est souvent pour gratter la langue, et dessous également. Les études ont montré que les personnes qui souffrent d'une maladie des gencives présentent souvent des espaces entre les dents dans lesquels des aliments peuvent se coincer, entraînant une prolifération de bactéries. Dans les cas graves, les personnes peuvent avoir des saignements des gencives importants. Or, il est également possible qu'une mauvaise haleine puisse être provoquée par le sang en décomposition. Oui, la gencive a saigné et puis il y a des poches de sang, ça se décompose et puis ça sent la viande pourrie. D'où la nécessité d'adopter de bonnes pratiques d'hygiène bucco-dentaire afin de prévenir l'accumulation de bactéries dans la bouche. Alors comment peut-on faire? Alors on peut se brosser les dents, bien sûr, c'est indispensable, on ne peut pas faire sans. Sinon, il y a le tartre, il y a une quantité de facteurs qui vont s'accumuler dans les dents et puis ça va être affreux. Donc vous imaginez dans le temps, quand on ne se brossait pas les dents. Regardez en Afrique, par exemple, ils ont toujours un bâton dans la bouche, donc ils ont toujours les dents, c'est toujours pour se nettoyer les dents. Donc il y a un autre moyen pour bien nettoyer sa sphère buccale, c'est le jet dentaire. Voilà, les jets dentaires, il y en a, ça coûte pas très cher, c'est un petit investissement au départ, mais c'est pas cher payé parce que ça vous évite d'avoir des problèmes bucco-dentaires. Un autre facteur déclenchant d'halitose est la prise régulière de médicaments
qui expose l'organisme à de nombreux composés chimiques synthétiques, souvent associés à divers effets secondaires, notamment la sécheresse buccale qui génère des odeurs. Pourtant, nous ne devons pas confondre la xérostomie. Alors la xérostomie, c'est des noms savants, c'est des noms très compliqués, qui veut dire sécheresse buccale, et la mauvaise haleine. La sécheresse buccale est due à une production insuffisante de salive. D'après une étude publiée en 2000, plus de 600 médicaments sont susceptibles de réduire la production de salive. Les antidépresseurs, les diurétiques, l'aspirine font partie de cette liste. Mais également les plantes. Certaines plantes peuvent provoquer justement cette sécheresse buccale. Comme quoi les plantes, c'est bon, oui, mais pas toujours et pas pour tout le monde. Pourquoi la salive est-elle si importante? C'est une très bonne question. Parce qu'elle prévient la mauvaise haleine en aidant à éliminer les germes qui produisent des odeurs. C'est bête comme chou. Si une personne pense que son haleine désagréable est due à un ou des médicaments, elle doit s'entretenir avec son médecin traitant afin qu'il adapte son traitement. Respirer par la bouche est une autre habitude qui peut provoquer une sécheresse buccale et donc éventuellement une mauvaise haleine. Le fait que je parle moi tout le temps, ça crée une sécheresse buccale, inévitablement. Donc, on est obligé de boire. À votre santé, messieurs, dames. Il faut être attentif à la façon dont l'on respire et qui pourrait remédier au problème. Ronfler peut également provoquer et aggraver la sécheresse buccale et une mauvaise haleine. La consommation d'alcool peut également favoriser le développement d'une mauvaise haleine, car l'odeur des boissons alcoolisées persiste dans l'haleine, justement. Une consommation quotidienne d'alcool peut également favoriser la sécheresse buccale. Et une faiblesse du foie due à l'alcool peut aussi entraîner ces odeurs désagréables. La litose provoquée par le tabac est l'une des formes les plus graves. Donc, quand on vous dit que fumer, c'est pas bon pour vos poumons, il n'y a pas que pour vos poumons que c'est pas bon. C'est pas bon pour votre sphère buccale, c'est pas bon pour le conduit œsophagien, en fait, c'est pas bon du tout. Si vous fumez 3 cigarettes par jour, c'est pas très grave, mais si vous fumez 3 paquets par jour, comme le faisait mon père, ça l'est davantage. Là-dessus se greffe le système digestif. Alors ça, c'est ma partie préférée. Parce que j'adore le système digestif. Je trouve ça génial. Comme je l'ai expliqué hier, c'est un cosmos extraordinaire. Nous savons désormais que le système digestif est l'une des bases de l'immunité des mammifères. Il serait à l'origine de 80% du système immunitaire. En conséquence, un système digestif sain conserve une bonne santé globale. Dans les intestins résident des milliards de bactéries bénéfiques et mauvaises, qui influent sur nombre de fonctions de l'organisme et sur les échanges entre les organes. Lorsque je dis mauvaise bactérie, il ne faut pas le prendre au mot. Au mot O-A-U et M-O-T, pas H-O-M-O. Attention, soyons clairs. Il ne faut pas le prendre au mot, ce n'est pas une insulte. Il faut imaginer des bactéries plus et des bactéries moins, et les échanges entre les deux types de bactéries créent l'équilibre de l'organisme. S'il y a davantage de bactéries plus ou de bactéries moins, les problèmes se présentent. Le ratio entre les bonnes et mauvaises bactéries est un indicateur essentiel de l'état de santé. Les intestins doivent contenir environ 85% de bonnes bactéries et 15% de mauvaises. Un déséquilibre entre bonnes et mauvaises bactéries peut prédisposer à de nombreux problèmes de santé et bien plus graves qu'une mauvaise haleine ou des odeurs corporelles désagréables. Une flore intestinale qui n'est pas optimale peut donc prédisposer à des problèmes de santé associés à la mauvaise haleine. Une haleine qui rappelle l'odeur du poisson, par exemple, peut être indicatrice de problèmes rénaux, tandis qu'une haleine de fruits peut révéler un diabète non contrôlé. Quand vous avez une haleine de merde, c'est que vous avez mangé... Non, c'est pas vrai, je blague. Excusez-moi, j'ai fait un peu d'humour, parce que c'est pas toujours facile. Donc je reprends cette phrase qui est très importante. Si vous avez une haleine qui rappelle l'odeur du poisson et que vous n'avez pas mangé de poisson, ça peut être indicatif d'un problème de rein, un mauvais fonctionnement des reins. Donc ça, ce sont des symptômes. Tandis que si vous avez une haleine de fruits, donc fruité, cela peut révéler un problème d'un diabète qui est mal contrôlé. Ou un diabète tout court alors que vous ne le saviez pas.
Cependant, la mauvaise haleine a souvent été rapportée parmi les symptômes liés à l'infection, à l'Helicobacter pylori et au reflux gastro-œsophagien, comme je l'ai dit précédemment. C'est pourquoi il est essentiel de réensemencer les intestins avec de bonnes bactéries pour préserver une santé optimale et prévenir les maladies. Cependant, chacun doit comprendre comment l'alimentation influe de façon significative sur le déséquilibre de la flore intestinale. C'est très important. L'alimentation, le fonctionnement de la flore intestinale, si par exemple vous prenez des antibiotiques, alors c'est sans doute nécessaire, ce n'est pas vous qui allez les prendre vous-même. Vous ne pouvez pas faire de l'automédication. Pourquoi? Mais parce que les antibiotiques, ça peut vous tuer aussi. Y a des cas de personnes qui, parce qu'ils ont un stock d'antibiotiques de ci, d'antibiotiques de ça, et qui vont prendre une partie de celui-ci, puis une partie de celui-là, mais ils peuvent en mourir. Donc il faut faire très très attention. Les médecins sont des spécialistes là-dessus, donc il faut les fréquenter là-dessus pour leur demander conseil. Quand vous prenez par exemple des antibiotiques pour soigner une pathologie, peu importe laquelle, je sais pas, une angine blanche par exemple, il faut savoir que les antibiotiques, c'est comme une bombe atomique qu'on lâchait dans les intestins et ils vont tout exploser. C'est-à-dire qu'ils vont détruire toutes les bactéries et le système immunitaire va devoir, avec énormément de peine, réensemencer ces intestins de ces bactéries qui ont été détruites en chassant les mauvaises bactéries qui ont créé la maladie et les bonnes qui étaient là pour faire l'échange entre les deux. Donc on va vous dire, vous allez prendre des acti-machins là qu'on trouve dans les supermarchés, qu'il ne faut surtout pas prendre parce que la dose qu'il y a dans un acti-machin, c'est la même que l'on donnerait à un veau par jour. Et vous vous étonnez qu'après les gamins ils deviennent énormes. Ah, ils deviennent énormes, on leur en donne trop, c'est pas bon. Et les personnes qui veulent maigrir, qui mangent un acti-truc et une pomme par jour, faut pas l'eau au feu, hein. C'est pas bon. Donc, le problème de l'antibiotique, c'est une bombe atomique. Mais nous allons y venir, vous allez voir, c'est très intéressant. Ce que l'on mange peut influencer de façon positive ou négative les intestins. Absolument. C'est la base de tout. Les pires aliments que l'on puisse consommer sont les aliments transformés, industriels, proposés à la vente dans les grandes surfaces, et les rayons surgelés, qui contiennent essentiellement soit du sel, soit du sucre et des céréales, et qui se décomposent elles-mêmes en sucre. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait, il y a quelques années, des chercheurs du CNRS ont fait une étude sur le sel dans l'alimentation. Ils étaient suivis par les services secrets. Ah bah oui, parce que c'était un sujet extrêmement sensible, vous imaginez. Alors ces éléments perturbent l'équilibre de la microflore en permettant aux mauvaises bactéries, aux champignons et aux levures de se développer et de se multiplier dans vos intestins, produisant des déchets métaboliques et qui contribuent à la détérioration de votre santé. J'ai déjà évoqué le problème du sucre comme facteur développant de toutes les bactéries et les champignons responsables de l'acidose du métabolisme. On se rend compte également que tous les cancéreux sont en acidose. Donc si déjà on fait baisser l'acidose de l'organisme, on gagne du terrain sur le cancer. Un déséquilibre des bactéries intestinales peut également empêcher l'absorption des nutriments importants, empêcher la décomposition des toxines, favoriser les allergies, favoriser la prise de poids. C'est pourquoi il est nécessaire de réduire, voire de stopper sa consommation de glucides raffinés, de soda, de jus de fruits industriels et même de boissons vitaminées soi-disant saines, tous ces produits trop riches en sucre. Et même pour ceux où il y a marqué zéro machin, hein, ça c'est pire, encore pire, parce que c'est de l'aspartame. J'ai écrit un dossier comme ça sur l'aspartame, c'est énorme. On verra plus tard, on verra de Pandora 6. En dehors du sucre qui influe sur l'équilibre de la microflore, voici d'autres facteurs. Alors, des facteurs qui provoquent de la mauvaise haleine, les antibiotiques. Alors ils tuent les mauvaises bactéries, mais détruisent également les organismes utiles présents dans les intestins. Prenez des antibiotiques uniquement lorsqu'ils sont absolument indispensables et uniquement prescrits par votre médecin.
Car aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne fonctionnent plus, car les végétaux sont bourrés de pesticides, d'OGM, les élevages d'ovins, bovins, caprins et volailles sont tous bourrés d'antibiotiques, au point que les bactéries se sont non seulement habituées aux antibiotiques, mais renforcées. Ils sont aujourd'hui pratiquement inutiles, puisque les laboratoires n'en font pas de nouveaux et les injectent également à travers les vaccins. Il y a 20 ans, on pouvait guérir encore une pneumonie avec des antibiotiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de pneumonie parce que les antibiotiques ne fonctionnent plus. Eh ben oui. Il faut se demander pourquoi. Hein. Et je viens de vous donner la raison. La viande provenant d'élevages industriels, j'y reviens, les animaux des élevages intensifs ou industriels reçoivent généralement, régulièrement, des faibles doses d'antibiotiques, mais c'est énorme, j'en ai déjà parlé dans Pandora, la quantité est énorme, ainsi que des hormones synthétiques et des céréales génétiquement modifiées qui sont associées à la destruction des bonnes bactéries présentes dans les intestins. Alors, aux États-Unis, il y a beaucoup de chlore et surtout de fluor dans l'eau, ça c'est un cauchemar absolu. Je vous rappelle quand même qu'on utilisait le fluor dans les camps de concentration pour calmer les prisonniers. Et puis ça fait des atteintes au cerveau, c'est une neurotoxine. Alors vous allez dire, mais pourquoi alors on prend des dentifrices avec du fluor? Eh bien, je vous le demande, pourquoi? Pour détruire la glande pinéale des enfants. Comme ça, on fera des vrais petits robots. J'ai donné dans des commentaires de ma dernière vidéo, de mon avant-dernière vidéo, la recette pour faire un dentifrice avec des produits naturels. Certaines sociétés locales de distribution d'eau ajoutent du chlore dans l'eau du robinet pour la désinfecter ou du fluor. Pour éviter cette pollution chimique, il est important de filtrer son eau avec un osmoseur ou tout autre système de purification de l'eau. Ah oui, mais c'est pas bon. Alors, je peux vous donner un truc, par exemple, une observation. Je donne de l'eau en bouteille à mes chiens, de la cristalline. Je ne veux pas qu'ils prennent du chlore. Ils n'aiment pas trop. Mais j'ai un arrosoir dehors qui prend l'eau de pluie, un petit arrosoir. Ils vont toujours boire là-dedans. Pourquoi? Parce que sans doute que l'eau de pluie, même avec les chemtrails, elle est sans doute de meilleure qualité que l'eau en bouteille. C'est terrible, hein? C'est une observation. Alors, les savons antibactériens. Alors ça, c'est très très important, c'est une chose que personne ne sait. Ces savons contiennent du triclosane ou triclosan. C'est un composé actif qui tue les cellules humaines et favorise le développement des mauvaises bactéries. Ah, bien nul. Les substances chimiques agricoles telles que les pesticides liés aux OGM, ces polluants peuvent détruire les bonnes bactéries présentes dans vos intestins. Vous pouvez éviter d'être exposé aux pesticides en soutenant les fermiers biologiques ou de votre région qui sont pas encore inscrits en bio mais qui travaillent de la même façon et qui utilisent des méthodes de culture durables. À présent, passons au problème des bains de bouche. C'est pas fini. C'est pas fini. De nombreux bains de bouche contiennent du chlorure de sodium ou dioxyde de chlore. Ah ça désinfecte, mais c'est pas bon du tout pour les intestins, parce que vous en avalez toujours un peu. Bien qu'il soit prétendument capable de rafraîchir votre haleine pendant 6 heures, une étude indépendante a montré que le chlorure de sodium n'est efficace qu'entre 4 minutes et 42 minutes. Ça vaut pas vraiment le coup d'empoisonner ses intestins avec ça. Si ces bains de bouche sont conçus essentiellement pour modifier la composition chimique des gaz fétides, ils ne font rien contre les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Ils sont donc parfaitement inutiles. De nombreux produits, comme aux États-Unis, ça s'appelle le Smart Mouth. Il y a un groupe de grunge californien excellent qui s'appelle Smash Mouth. C'était très bien, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est eux qui avaient fait la musique de Shrek, d'ailleurs, le premier. De nombreux produits comme le Smart Mouth, par exemple, contiennent un mélange de chlorure de sodium et de chlorure de zinc. Bon, le zinc, c'est un désinfectant. Les ions de zinc empêchent les bactéries de produire des gaz en bloquant leur site récepteur d'acide aminé. Aminez-moi tout ça.
Un autre produit, le biotène, utilise 2 enzymes qui décomposent le biofilm et équilibrent les populations de bactéries présentes dans votre bouche. S'il semble supprimer la mauvaise haleine, ces traitements ne fonctionnent qu'à court terme et n'éliminent pas les microbes responsables des odeurs. Il vaut mieux utiliser des huiles essentielles comme l'huile de thym, de menthe poivrée, de menthe fraîche ou d'eucalyptus qui sont de meilleures alternatives. Alors je vous dis tout de suite, l'huile de thym, il faut vraiment la diluer. Vous prenez une goutte d'huile de thym ou même d'huile d'origan, mais une seule, et vous la diluez à 15 gouttes d'huile. Alors ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être, oui c'est plutôt une huile alimentaire, hein, de l'huile d'olive ou de l'huile de lin, selon que vous la digérez ou pas. Et ça ne veut pas dire que vous l'avalez, ça veut dire que vous faites des gargarismes avec. C'est une méthode d'ailleurs ayurvédique, indienne, où pendant 20 minutes on fait un bain de bouche avec de l'huile à travers ses dents, comme ça. On y passe partout là, comme les hamsters là. On fait comme les hamsters. Et puis après on crache tout parce que ça va nettoyer toute la sphère buccale. Et je dois vous avouer que je l'avais fait il y a 2 ans avec de l'huile d'olive le matin. Et j'étais assez impressionné par ce qui sortait. C'était l'huile avait changé de composition, c'est-à-dire qu'elle était plus translucide, elle était un peu blanchâtre. Donc ça c'est quand vous faites ça au lever, hein, quand il y a après la nuit, vous avez brossé les dents le soir, après la nuit, il y a les dépôts, ça nettoie tout. C'est assez formidable. Voilà. Alors, l'huile de thym et l'huile d'origan qui est très efficace, c'est attention, hein, très attention. Bien la diluer à 1 pour 15. Hein. Je dis bien une goutte d'huile de thym, 15 gouttes d'huile végétale. Ok? On est clair. Hein. Parce que parfois... là c'est une partie d'un article que j'ai repris d'un médecin. Parfois, c'est pas tout à fait. Si 99% est vrai, là moi, par expérience, je peux vous le dire. Parce que l'huile de thym, je la connais particulièrement. Alors, plusieurs études, dont notamment une réalisée par le Centre de soins dentaires Eastman à l'Université de Rochester, dans l'État de New York, ont montré que ces solutions naturelles réduisent l'inflammation et la plaque dentaire qui peut provoquer une mauvaise haleine. Donc c'est une alternative, mais de toute façon c'est très bon pour la santé, par principe. Une autre étude publiée dans le Journal of Clinical Periodontology, c'est pour les dents, a rapporté qu'un bain de bouche à base d'huiles essentielles pouvait réduire de 75% le nombre de streptocoques mutants, une souche bactérienne responsable des caries dentaires. Mais il y a encore autre chose. Le fait de se brosser les dents avec de la graisse de coco détruit aussi les caries. Ça marche très bien. Les huiles essentielles doivent toujours être diluées. Vous ne pouvez pas les utiliser pures. C'est impossible. Et si vous le faites, c'est que vous êtes des vrais spartiates, vous résistez à tout, parce que si vous prenez une goutte d'huile de thym dans la bouche comme ça, mais vous brûlez. Hein. Ça vous brûle. C'est épouvantable. Ne faites pas cela. Les huiles essentielles, c'est très dangereux, ça peut être très toxique. Pour peu que vous soyez allergique au thym, peut-être au romarin ou à l'origan, j'en sais rien, il y a des allergies. Hein. Vous pouvez faire un choc anaphylactique. Hein. Il faut être extrêmement prudent avec les huiles essentielles. Et pour ça, vous allez voir les médecins homéopathes, dont c'est le travail, qui peuvent vous orienter intelligemment. Alors ces huiles essentielles permettaient également de prévenir l'apparition de la mauvaise haleine pendant 3 heures, en éliminant de la bouche les germes qui produisent les odeurs. Vous pouvez par exemple vous faire un petit verre rempli, on va dire de l'huile d'olive, hein, pure, pressée à froid. Vous mettez dans un verre comme ça 2 gouttes d'huile de thym ou 2 gouttes d'huile d'origan, et tous les matins vous faites votre gargarisme avec ça. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le fabriquer tous les matins. Et puis vous faites ça pendant une semaine, puis après vous verrez, ou 3 jours. Ça s'appelle l'oil pulling. Oil, en anglais, O-I-L, pulling. C'est l'oil pulling, voilà. C'est pull. Est une autre façon naturelle de prendre soin de sa santé bucco-dentaire. Cette vieille tradition ayurvédique se pratique en brassant de l'huile dans sa bouche et en la poussant entre les dents pendant 20 à 30 minutes. Dans une société moderne comme la nôtre, 20 à 30 minutes. Ça va, chérie?
Non, c'est bon. Même si vous faites 5 minutes, c'est déjà pas mal. On dit que cette pratique tue les bactéries pathogènes, favorise l'hygiène bucco-dentaire et détoxifie le système immunitaire. Si vous décidez de l'essayer, je vous conseille d'utiliser de l'huile de noix de coco. Alors, ça c'est vrai, c'est encore mieux, parce que l'huile de noix de coco, la graisse de coco, ça va aider à soigner les caries. Alors, comment rétablir l'équilibre des intestins? C'est assez simple, dans le fond. La clé pour maintenir une santé digestive optimale est de consommer uniquement des aliments plus sains. Ainsi, les repas devraient se composer d'aliments entiers non transformés, donc c'est vous qui faites la cuisine, des plats crus ou très peu cuits, comme la cuisine asiatique, dans les woks, c'est-à-dire qu'on ne cuit pas pour que, comme la ratatouille, où c'est complètement puré, c'est entre le dur et le tendre. Donc des plats crus ou très peu cuits, essayez de consommer au moins un tiers de vos aliments crus, évidemment, c'est mieux. Des viandes et des produits laitiers bio de pâturage, donc sans produits toxiques, mais comme on a aussi retrouvé des produits toxiques dans les pâturages en Suisse, plus haut du ciel, plus près du ciel, je t'aime Seigneur. C'est les chemtrails qui polluent également les pâturages et les vaches saines suisses. Des fruits et des légumes bio de bonne qualité, c'est difficile à trouver. Des glucides d'origine végétale, à l'exception des pommes de terre. La pomme de terre, c'est sans doute le légume le plus traité actuellement. Donc il faut vraiment prendre du bio. Alors c'est vrai, il y aura des taches noires, il y aura peut-être même des trous, c'est pas beau, mais c'est bon. Des matières grasses saines telles que l'huile de noix de coco, des avocats et des noix et des graines crues. Bon, alors ça, c'est l'idéal. Alors, en plus d'adopter une alimentation équilibrée, il est nécessaire de réensemencer sa flore intestinale au quotidien, car il est probable qu'on soit systématiquement exposé à des éléments toxiques. Donc, pour optimiser les bactéries intestinales, il faut consommer des aliments fermentés. Alors, je parle d'ici d'aliments fermentés de façon traditionnelle, non pasteurisés, et non de ceux que l'on trouve dans les supermarchés, qui sont souvent bourrés de conservateurs et d'autres ingrédients artificiels. Bon, je vous l'ai dit, la dernière fois, j'étais en Turquie pour une cérémonie religieuse, et la maman de mon ami turc que j'accompagnais, fabriquait ses pots de probiotiques. Et ils font ça, c'est une tradition. Et il y en avait pour tout l'hiver. Et j'ai dit, mais c'est génial ce truc, c'est super. Je ne savais pas qu'ils le faisaient. Donc dans les sociétés traditionnelles, on a très bien compris que les probiotiques étaient fondamentaux. Alors le lait bio fermenté, tel que le kéfir et le yaourt, les légumes fermentés, notamment le chou, les navets, les aubergines et les carottes, et le soja fermenté, comme le natto, sont d'excellents choix pour réensemencer la flore intestinale. Et surtout après des périodes d'antibiotiques ou d'antibiothérapie. Ces produits fermentés peuvent apporter aux intestins des milliards de bonnes bactéries qui soutiennent le système immunitaire et qui contribuent à la détoxification de l'organisme. Alors, on peut également prendre des suppléments de probiotiques quand on mange pas ce type de produit. Les suppléments doivent servir uniquement à compléter ou à composer une alimentation pauvre en nutriments, car il est possible d'obtenir tous les nutriments dont notre organisme a besoin par le biais de notre alimentation. Les suppléments probiotiques sont une excellente option si vous ne consommez pas quotidiennement de légumes crus bio. Alors on doit également prendre, si on prend certains médicaments particuliers, comme des antibiotiques, ces probiotiques pour réensemencer ce que les antibiotiques ont détruit. Alors est-ce que je continue 44, j'ai presque fini quand même là. Alors le brossage des dents et l'utilisation d'un fil dentaire sont des façons efficaces de préserver un environnement sain pour les bactéries présentes dans la bouche. Ainsi prévenir la mauvaise haleine. Quand elle vient de là. Je vous déconseille cependant vivement d'utiliser un dentifrice au fluor.
Alors, loin de prévenir la formation de caries dentaires ou d'autres problèmes, le fluor est en fait associé à une mauvaise santé bucco-dentaire et à de nombreux risques pour la santé. Sachez que les caries sont provoquées par la relation symbiotique entre les bactéries et l'acidité, qui développe un environnement pathogène dans votre bouche. La diminution du pH dans votre bouche provoque une perte de calcium au niveau des dents. Donc, plus on favorise les dentifrices au fluor, plus on favorise les visites chez le dentiste et plus c'est rentable. Comme si c'était pas fait exprès. Ah non, c'est pas fait exprès, vous rigoler. Ah, ils sont pas aussi satanistes que ça. Alors, une carence en calcium favorise la porosité des dents, ce qui permet à la plaque dentaire de devenir pathogène et de détruire ses dents. Alors, c'est pas évident. Alors, le calcium, on va vous dire, oui, prenez du lait. Non, pas de lait. Prenez plutôt des suppléments comme la spiruline ou la chlorella. Vous aurez plus de calcium dans une gélule que dans un litre de lait. Alors, lorsque les microbes pénètrent l'émail des dents, ils libèrent des enzymes qui détruisent le collagène de la structure interne de vos dents. Cela aboutit également à la formation des caries. Pour neutraliser l'acidité de la bouche, il faut se brosser les dents avec du bicarbonate de soude. Alors, vous pouvez faire un mélange, bicarbonate de soude, graisse de coco, argile et quelques gouttes d'huile essentielle. Vous pouvez également l'utiliser comme bain de bouche en le dissolvant dans un peu d'eau. Voilà comment utiliser efficacement le bicarbonate de soude le soir, qui va remettre le pH à 7 à peu près. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on est bon pour l'instant. Vous avez là un panel explicatif des causes qui peuvent mener à ce problème de mauvaise haleine qui touche une grande partie de la population. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Vous soignez vos intestins, vous soignez vos dents, vous soignez votre alimentation, vous cessez de prendre du sucre à travers les jus ou les bonbons ou les produits manufacturés qui sont pas bons. D'ailleurs, on avait remarqué avec Louloute que les produits manufacturés, souvent, il y avait des bactéries dedans, ils rendaient malades. Il y a souvent des accidents comme ça. Donc voilà, vous avez un panel pour vous aider à améliorer votre santé générale. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette chaîne ne sera pas supprimée parce qu'il commence à les supprimer un peu partout. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et nous vous saluons. Je vais voir si Loulou, tu as quelque chose à ajouter? Non, mais écoute, c'était très intéressant. Parce que c'est vraiment un sujet dont on parle très peu. C'est très bien. Et ben voilà. Et ben alors, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci et à bientôt. Salut.